Bon, eh ben, salut Olivia. C'est fini. C'est filmé là. Du coup, ça arrête. Bon, alors, donc, j'ai commencé à rédiger un peu des notes qui sont pas complètes, mais qui devraient vous permettre de vous y retrouver un petit peu. Donc, des notes pour la dernière fois. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? J'avais essayé de dire en quelques mots pourquoi il me semblait que la théorie des catégories pourrait intéresser de plus en plus les recherches en sciences de l'ingénieur. Et puis, donc j'avais donné la définition des catégories et j'avais simplement donné quelques exemples. D'une part, des exemples de petites catégories, et puis quelques exemples de grosses catégories, comme la catégorie des ensembles ou la catégorie des espaces topologiques. Et j'avais fini en évoquant simplement la catégorie des catégories. Alors, en fait, il y a une catégorie des petites catégories qui ne posent pas vraiment de problème, et puis après il y a des catégories plus ou moins grosses, des catégories de catégories, plus ou moins grosses. Alors je l'avais simplement évoqué, et je vais peut-être... avant d'aborder le sujet proprement dit du jour, qui vient à l'occasion des préoccupations essentiellement de Régis sur donc, la topologie algébrique. Donc avant d'aborder cette question, l'idée étant de faire une espèce d'introduction à ces théories d'homologie, cohomologie, donc des théories de la topologie algébrique. Avant ça, donc, je vais faire quelques petits compléments par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, oui, je voudrais ajouter un exemple aux petites catégories, c'est la notion de catégorie discrète associée à un ensemble. Vous prenez un ensemble quelconque, eh bien, vous pouvez toujours lui associer une catégorie. On va donner un ensemble X. Vous pouvez lui associer une catégorie qu'on va noter encore X et dont les objets sont les éléments de X et qui n'a pas d'autre flèche que les identités. Les identités de chaque objet comme seule flèche. Bon. Donc, comme elle a... Vous voyez, c'est ce genre de catégorie, vous prenez un ensemble quelconque, la catégorie qui est ainsi définie, qui est ainsi associée à X, d'une certaine façon, elle est totalement déconnectés, c'est-à-dire les objets sont déconnectés les uns des autres puisqu'il n'y a pas de flèche entre objets différents. Et donc, si vous voulez, l'ensemble, si vous avez un ensemble comme ça, de points, eh bien, la catégorie qui porte le même nom a simplement ces flèches-là en plus, mais il n'y a aucune information supplémentaire. Donc, comme elle est totalement déconnectée, pourrait-on dire, une telle catégorie est appelée catégorie discrète associée à l'ensemble. Bon, une autre notion que je voudrais donner, c'est la notion de sous-catégorie. Je ne veux pas l'écrire, c'est assez évident ce que peut et ce que doit être une sous-catégorie d'une catégorie donnée. Que vous avez une catégorie, eh bien, si vous restreignez à une partie des objets et que entre ces objets, vous vous restreignez à une partie des flèches, évidemment de telle sorte que la composition reste définie, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit stable pour la composition des flèches, eh bien vous obtenez ce qu'on appelle une sous-catégorie. Et alors en particulier, lorsque on a une sous-catégorie qui possède toutes les flèches possibles de la catégorie de départ, on dit qu'on a une sous-catégorie pleine.
C'est-à-dire qu'on a simplement limité la classe des objets, mais par rapport à ces objets, on a gardé toutes les flèches qui les concernent. Donc la sous-catégorie ainsi, une sous-catégorie de ce genre s'appelle une sous-catégorie pleine. Hein, par exemple, si vous considérez la catégorie des groupes, alors c'est quoi la catégorie des groupes? Je l'ai juste évoqué trop rapidement la dernière fois. C'est la catégorie dont les objets sont les groupes et dont les flèches sont les morphismes de groupe au sein de chaque groupe ou entre groupes. Eh bien, la catégorie des groupes abéliens, c'est-à-dire des groupes commutatifs, est une sous-catégorie pleine. C'est-à-dire que les objets de la catégorie des groupes abéliens, c'est uniquement les groupes abéliens, uniquement les groupes commutatifs, donc c'est une sous-classe de la classe de tous les groupes. Par contre, un morphisme de groupe quelconque entre deux groupes commutatifs est un morphisme de groupe commutatif. Donc voilà, c'est un exemple de sous-catégorie pleine. Bon, une autre notion qui va venir compléter les choses que j'ai dites la dernière fois, c'est la notion de catégorie opposée. Alors là, c'est un petit peu subtil, c'est-à-dire la définition est trop simple pour qu'on voit d'emblée la subtilité, et c'est parfois le problème, hein, des choses trop simples. Donc, étant donné une catégorie, eh bien, la catégorie opposée, qu'on note par exemple comme ça, ou des fois juste avec un petit rond, c'est la catégorie qui a les mêmes objets que la catégorie de départ. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une flèche disons, d'un objet A vers un objet B dans la catégorie opposée? Eh bien, c'est en fait une flèche de B vers A dans la catégorie de départ. Donc vous prenez les flèches de votre catégorie, elles ont une source et un but, d'accord? Eh bien vous décidez que ça définit des flèches dont la source est le but de la première flèche et mutatis mutandis. Alors, bien entendu, la composition des flèches dans la catégorie opposée se calque sur la composition dans la catégorie de départ. Bon, donc ça semble être un jeu purement formel, et c'est un jeu purement formel, effectivement. Mais c'est une notion qui est assez utile, et si vous voulez, vis-à-vis du passage aux catégories opposées, vous avez vraiment plusieurs sortes de catégories. C'est-à-dire vous avez des catégories qui présentent une grande dissymétrie interne. C'est le cas par exemple de la catégorie des ensembles, parce qu'il y a une grande différence entre une application d'un ensemble A vers un ensemble B et, par exemple, disons, la relation réciproque, qui généralement n'est pas une application. Alors que par contre, il y a certaines catégories qui présentent une symétrie interne beaucoup plus grande, et symétrie qui fait que de telles catégories ressemblent beaucoup à leurs catégories opposées. Bon, dernière chose à ce niveau-là, je voudrais juste introduire une notation pour désigner l'ensemble des flèches d'un objet A vers un objet B. Bon, la notation peut-être la plus courante, c'est de noter comme ça ohm indice C de A vers B, c'est-à-dire, puisque les flèches de A vers B s'appellent aussi des morphismes de A vers B, c'est un autre terme, ou encore, on dit aussi homomorphisme parfois. Et donc, voilà, notation courante pour ce qui est souvent un ensemble, mais même si ce n'est pas un ensemble, si c'est seulement une classe, hein, je ne reviens pas sur cette distinction dont j'ai parlé rapidement la dernière fois, on note comme ça donc la classe des flèches. Mais alors il y a une autre notation qui est un peu plus judicieuse peut-être, c'est de noter simplement comme ça la classe des flèches de A vers B. Bon voilà, c'est une notation que je voulais signaler. Et puis autre chose, j'ai défini les flèches inversibles la dernière fois. Hein.
ce sont les flèches qui admettent un inverse à gauche et un inverse à droite, c'est-à-dire que dans la composition, il existe des morphismes qui vont dans l'autre sens, et tels que donc la composition donne les identités respectivement de A et B, selon qu'on compose à gauche ou à droite. Alors, ces flèches inversibles, elles portent un autre nom, on les appelle aussi des isomorphismes. On les appelle souvent aussi des isos, simplement, on dit iso. Voilà. Alors, autre chose, toujours dans les compléments, avant d'aborder le sujet du jour proprement dit, à la suite de l'exposé de la dernière fois, donc on avait discuté un petit peu avec Thomas et Régis, et donc j'étais revenu sur les notions de limite et colimite, qui sont des notions absolument essentielles. Ce sont les constructions de base que l'on espère pouvoir faire dans les catégories. Alors, elles n'existent pas toujours, hein, c'est limite et colimite. Je ne vais pas les définir maintenant, j'y reviendrai davantage la semaine prochaine. Mais je vous donne juste quelques cas particuliers, quelques exemples de limites d'une part et de colimites d'autre part. Donc les limites, c'est ce qu'on appelle aussi les limites projectives. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai mis dans les notes du document que je peux vous envoyer par mail. S'il y a une liste de présents avec les mails, sinon, en fin de façon, j'enverrai à Stéphane Job, et puis si vous ne l'avez pas reçu, vous lui demandez. Hein, je peux le transmettre. Voilà, ou bien on fera un site pour le séminaire, je ne sais pas. Bonne idée. Donc, alors, exemple de limite, ou de limite, on dit aussi limite projective. Je vous donne 3 exemples. D'abord, ce qu'on appelle les produits de 2 objets. Et comme je ne définis pas, là maintenant, c'est un peu difficile d'expliquer en quoi la notion de produit est un cas particulier de la notion de limite projective, mais je donnerai des sous-exemples de cet exemple. Par exemple, le produit cartésien de 2 ensembles. Produit cartésien de 2 ensembles, voilà un exemple de produit de 2 objets. C'est une limite projective, pour laquelle d'ailleurs il y aura des projections qui sont simplement les projections au sens habituel, c'est-à-dire les composantes par exemple des couples. Quand on fait le produit cartésien de 2 ensembles, c'est l'ensemble des couples, et bien il y a une première projection qui donne la première composante d'un couple, une deuxième projection. Ces projections font partie de la structure du produit cartésien en tant que limite projective. Donc je suggère des choses plus que je les développe là maintenant. Mais autre exemple de produit, et donc de limite projective, la bande supérieure dans un ensemble partiellement ordonné. Structurellement, si vous voulez, c'est la même configuration que le produit cartésien de 2 ensembles, dans la catégorie des ensembles. Je vous rappelle que si vous avez un ensemble partiellement ordonné, vous pouvez voir cet ensemble partiellement ordonné comme une catégorie, ayant pour flèche, simple entre 2 objets, soit il y a 0 flèche, soit il y a une flèche, et il y a une flèche si et seulement si le premier objet est inférieur ou égal au deuxième objet. C'est une façon de formaliser en tant que catégorie les ensembles partiellement ordonnés. Eh bien, à ce moment-là, la notion de produit devient la notion de borne inférieure. Par exemple, si vous considérez les entiers avec la relation de divisibilité, ça vous donne le PGCD. Si vous considérez les parties d'un ensemble ordonné par l'inclusion, ça vous donne l'intersection. Donc l'intersection, le PGCD, le produit cartésien de 2 ensembles, le produit cartésien de 2 espaces vectoriels, etc. sont autant d'exemples de produits, et donc de limites projectives, dans des catégories différentes. Alors, autre exemple de limite projective, il ne s'agit plus de produit, c'est la notion d'égaliseur. Et c'est une notion qui, par exemple, quand on se place dans des espaces vectoriels, va conduire à la notion de noyau. Donc je ne fais que le mentionner en passant, juste comment dire, à la manière d'un bain linguistique, en espérant que le miracle neuronal fasse des effets. Bon, je ne sais pas exactement comment, mais bon. Autre exemple de limite projective, la notion d'objet final. Ça c'est très important. Dans une catégorie, il peut se faire qu'il y ait un objet, alors objet final ou objet terminal, ça dépend
les auteurs, tel que pour tout objet S, il existe une seule flèche vers T. Alors lorsqu'il y a un tel objet T, on dit que c'est un objet final ou terminal pour la catégorie. Par exemple, si vous prenez dans la catégorie des ensembles un singleton, n'importe lequel, eh bien, pour tout ensemble, donc pour tout objet de la catégorie des ensembles, il existe une application et une seule vers ce singleton. C'est l'application qui a tout élément de l'ensemble S associe l'unique élément du singleton. Il y a une seule application possible, et elle existe dans tous les cas, vers un singleton. Alors, il y a plusieurs singletons dans la catégorie des ensembles, donc on pourrait dire qu'il y a plusieurs objets finaux ou terminaux dans la catégorie des ensembles, mais ils sont tous isomorphes entre eux, c'est-à-dire dans la catégorie des ensembles qui sont en bijection. Ce sont tous des singletons. Alors, de manière... bon, je ne vais pas encore tout de suite parler des objets initiaux. Autre exemple d'objet terminal, dans un ensemble partiellement ordonné, s'il existe un élément maximal, eh bien, c'est un objet terminal pour la catégorie associée. C'est-à-dire que pour tout élément de l'ensemble partiellement ordonné, il y a une flèche et une seule vers un tel objet maximal, vers un tel élément maximal, puisque tout élément est inférieur à l'élément maximal. Et troisième exemple, dans la catégorie des espaces vectoriels réels, donc c'est la catégorie dont les objets sont les espaces vectoriels réels et dont les morphismes sont les applications linéaires entre espaces vectoriels, eh bien l'espace nul, qui ne comporte comme seul élément que 0, est objet terminal de cette catégorie. C'est-à-dire que pour tout espace vectoriel, il existe une application linéaire unique vers l'espace nul, c'est celle qui a tout élément associé 0. Alors, notion duale de la notion de limite, ou de la notion de limite projective, c'est la notion de colimite, où on parle encore de limite inductive. Alors pourquoi dual? Parce que, en fait, on pourrait prendre les mêmes définitions que je n'ai pas données d'ailleurs, et simplement les exprimer dans la catégorie opposée, et on obtient les notions duales en question. Alors, je reprends mes trois types d'exemples. Le produit devient cette fois le coproduit. J'en avais parlé lors d'un séminaire du LISMA. J'avais parlé de ces choses-là un peu, et en particulier le coproduit. Dans le cas de la catégorie des ensembles, ça devient l'union disjointe. Donc je ne développe pas, je le signale juste en passant. Est-ce que tu as défini justement une définition de la dualité avec les catégories opposées? Non, c'est-à-dire, le mot dualité, il a plein de sens différents, mais dans le contexte spécifique des catégories, on peut définir une dualité comme une certaine relation entre une catégorie et la catégorie opposée. C'est en termes fonctoriels, et comme je n'ai pas encore vraiment parlé des foncteurs, je ne l'ai pas encore... voilà. Et ça pourrait être une définition la plus générale de la dualité, et puis après... je ne sais pas. C'est-à-dire que le petit jeu des définitions les plus générales, comme on travaille avec des objets qui souvent incluent de l'infini, on se rend compte que, en fait, elles sont emboîtées les unes dans les autres. Donc les notions les plus générales sont toujours contenues dans des notions plus générales qu'elles, mais qui elles-mêmes en sont des cas particuliers. Bon, donc à un moment, on ne peut plus décider vraiment de ce qui est le plus général. Et en plus, il y a la part réellement formalisable, et puis, bon, il y a les usages pour lesquels, si on pose la question, mais alors, vraiment, là, est-ce que ça rentre exactement dans une définition précise ou pas, on se rend compte qu'il faut réfléchir un peu avant de répondre parfois à ce genre de questions. Mais il est certain que la notion de catégorie étant elle-même extrêmement générale, les notions de dualité définies à ce niveau-là, par exemple, ça contient comme cas très très particulier la dualité des espaces vectoriels. Ça, c'est tout à fait possible, mais il faut pas bricoler, mais enfin, il faut montrer qu'effectivement, ça constitue des cas particuliers. Effectivement, on est là à un niveau de très grande généralité. Après, moi, c'est un travail que je n'ai pas encore fait, que j'ai mis dans un coin, c'est par exemple préciser les relations exactes entre les notions de dualité et les notions d'adjonction.
Bon, c'est pas une chose aussi simple que ça. Donc, et les notions d'adjonction dans le cadre de la théorie des catégories, c'est vraiment des choses absolument fondamentales, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, en tout cas pas aujourd'hui. J'en parlerai un petit peu la semaine prochaine de ces notions d'adjonction. Alors, voyons d'autres exemples donc, de notions duales de celles dont je viens de parler. La borne supérieure, qui est un cas particulier de produit, devient borne inférieure, comme cas particulier de coproduit, hein, par exemple le PPCM d'entier, d'accord, ou bien l'union dans l'ensemble des parties d'un ensemble ordonné par l'inclusion. Vous voyez, c'est que d'un côté, l'union disjointe est un coproduit dans la catégorie de tous les ensembles. Donc vous prenez deux ensembles quelconques qui n'ont pas de relation particulière a priori entre eux, ce ne sont pas deux sous-ensembles d'un même ensemble commun a priori. Eh bien, leur coproduit va être l'union disjointe, même s'ils ont des éléments communs par hasard. On fait en sorte de les dédoubler pour qu'ils soient distingués. Et d'un autre côté, une toute autre catégorie, maintenant, l'ensemble des parties d'un ensemble donné, en tant qu'ensemble partiellement ordonné par l'inclusion. Dans cette petite catégorie-là, le coproduit devient l'union. Vous voyez, c'est vraiment, ces notions vont recouvrir énormément de cas différents et vont se conjuguer de façon très, très, très variée. La notion de co-égalisateur viendra en dualité avec la notion d'égalisateur. Ça va donner les conoyaux, alors disons, ça va donner les quotients, disons. Hein, et puis, à la notion d'objet final va correspondre par dualité la notion d'objet initial. Par exemple, dans la catégorie des ensembles, eh bien, cette fois, il y a un seul objet initial, c'est l'ensemble vide. Pour tout ensemble S, il existe une application unique du vide dans S, c'est ce qu'on appelle l'injection canonique, c'est simplement l'inclusion du vide dans S. Alors vous voyez, il y avait dans la catégorie des ensembles une infinité de candidats pour être ensemble terminal, c'est tous les singletons, ils sont isomorphes entre eux, mais enfin il y a une infinité de candidats possibles. Par contre, il y a un seul objet initial, c'est l'ensemble vide. La catégorie des ensembles n'est pas du tout symétrique. Par contre, si vous vous placez dans la catégorie des espaces vectoriels, eh bien, l'espace nul, qui a pour seul élément le vecteur nul, c'est un objet terminal, je l'ai dit tout à l'heure, ça va aussi être objet initial pour la catégorie des espaces vectoriels, parce que, étant donné un espace vectoriel quelconque, il existe une unique application linéaire de l'espace nul vers cet espace vectoriel. C'est l'application qui a 0 associe 0. La linéarité oblige que l'image de 0 soit 0. Donc dans la catégorie des espaces vectoriels, il y a un objet qui est à la fois initial et terminal. C'est ce qu'on appelle un objet nul. Ça fait de la catégorie des espaces vectoriels une catégorie très différente de la catégorie des ensembles, par exemple. Bien. Alors, je me rends compte que chaque chose prend beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu, et en plus, évidemment, on pourrait passer encore infiniment plus de temps sur chaque notion. Donc, les monos et les épis, je n'en dirai rien, si ce n'est que les monos répondent à une définition dans une catégorie quelconque, de telle sorte que ça généralise la notion d'application injective. Donc, les monos dans la catégorie des ensembles, ce sont les applications injectives. Et les épis, ça va être défini dans une catégorie quelconque, mais dans la catégorie des ensembles, ça va correspondre aux applications surjectives. Et malheureusement, les choses ne marchent pas aussi bien qu'on le voudrait dans toute catégorie, c'est-à-dire que les morphismes qui sont à la fois mono et épi, en général, ne sont pas inversibles, donc ne sont pas en général des isos. Et même lorsque on a affaire à des catégories d'ensembles structurés, ce
qui est par exemple le cas de la catégorie des espaces vectoriels, la catégorie des espaces topologiques, la catégorie des groupes, etc. À chaque fois, il s'agit de catégories dont les objets sont des ensembles munis d'une certaine structure, et tels que les morphismes soient les applications qui respectent la structure. Dans le cas de la catégorie des espaces topologiques, ça veut dire que c'est des applications continues. Dans le cas de la catégorie des groupes, ça veut dire que ce sont des morphismes de groupes, etc. etc. Même dans ce cas-là, le fait pour une flèche d'être à la fois un mono et un épi, donc ça n'entraîne pas d'être bijectif, mais même le fait d'être bijectif n'entraîne pas d'être un iso. C'est très facile de voir des contre-exemples. Donc il y a des notions, il y a des nuances qui n'apparaissent pas du tout dans les catégories auxquelles on pense ordinairement, d'emblée, la catégorie des ensembles, et qu'il est indispensable de faire dès qu'on élargit le propos à d'autres catégories. Et je suis absolument obligé de passer très vite là-dessus. Voilà. Je vais donner maintenant, toujours avant d'aborder le sujet du jour, deux exemples d'enrichissement de catégories. Donc c'est la notion de catégorie enrichie. L'idée est la suivante. Une catégorie enrichie, disons une catégorie C, enrichie par une catégorie V, donc une catégorie C enrichie par une catégorie V. L'idée, c'est que la classe des flèches d'un objet vers un autre, pour tout couple d'objets, est un objet de la catégorie V. Bon, bien entendu, si vous voulez, de la même façon que quand vous étudiez les espaces vectoriels, très rapidement, vous avez besoin de structures supplémentaires. Ça peut être une norme, ça vous donne un espace vectoriel normé. Ça peut être un produit scalaire, d'accord, et ça vous donne un espace euclidien ou pré-hilbertien ou un espace de Hilbert. Ça peut être une autre façon de définir une topologie, ça vous donne un espace vectoriel topologique. De la même façon, les catégories ne sont pas que des catégories. On a besoin de mettre des structures supplémentaires sur les catégories. Et, par exemple, les produits et les coproduits dont je parlais tout à l'heure, c'est une façon, lorsqu'ils existent, de donner une structure supplémentaire sur une catégorie. Bon. Et une façon très importante d'enrichir la structure des catégories, c'est donc cette notion de catégorie enrichie par une autre catégorie. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, les catégories abéliennes. Les catégories abéliennes sont des catégories pour lesquelles on prend pour V un truc qui est ordinairement noté AB. Alors AB, ça désigne la catégorie des groupes commutatifs, la catégorie des groupes abéliens. Il se trouve que les groupes commutatifs jouent un rôle très très important dans beaucoup de constructions mathématiques. Et une catégorie enrichie par les groupes commutatifs, c'est quoi? C'est une catégorie telle que pour tout couple d'objets, AB, l'ensemble des flèches, l'ensemble des morphismes de A vers B est un groupe commutatif. Alors, exemple, la catégorie des espaces vectoriels vérifie cette propriété. Vous prenez deux espaces vectoriels, vous considérez l'ensemble des applications linéaires de A vers B, ce qu'on note généralement L de A, B, eh bien, cet ensemble de morphismes de A vers B est un groupe commutatif pour l'addition des applications linéaires. Voilà. Alors, bien entendu, on n'exige pas uniquement que les ensembles de flèches d'une source et de but donné soient un groupe abélien. On exige aussi que, d'une certaine façon, la composition des flèches soit compatible avec ces structures de groupe. Bon, mais ça, pour l'expliquer, il faudrait parler du produit tensoriel des groupes commutatifs, et je ne peux pas le faire maintenant. Par ailleurs, je signale en passant que les catégories abéliennes ne sont pas définies uniquement par le fait que les ensembles les ensembles de flèches sont des groupes commutatifs, mais aussi par l'exigence du fait que toutes les limites et colimites finies doivent exister,
Et il faut aussi que tout mono soit un noyau et que tout épi soit un conoyau. Bon, il y a des aspects techniques. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand on pose toutes ces conditions, on a un cadre de travail tout à fait idéal. Et l'exemple typique de catégorie abélienne, c'est ce qu'on appelle la catégorie des modules sur un anneau, dont deux cas particuliers vous sont assez bien connus. C'est d'une part, lorsque l'anneau est un corps, eh bien, ça donne la catégorie des espaces vectoriels sur ce corps. Et lorsque l'anneau est l'anneau Z des entiers relatifs, muni de l'addition et de la multiplication des entiers, les modules sur Z, ça constitue simplement les groupes commutatifs. Bon. Pourquoi? Parce qu'on peut, si vous voulez, multiplier un élément par un entier, soit positif, soit négatif. C'est simplement faire le nombre de fois qu'il faut la somme de cet élément avec lui-même, ou bien de son opposé avec lui-même. Donc dans un groupe commutatif, on peut toujours faire ça, et donc les groupes commutatifs sont en fait des Z-modules. Bon, je suis désolé, je vous parle de beaucoup de choses, mais c'est que le début. Alors deuxième exemple de catégorie enrichie, c'est la catégorie des catégories. Et là, je vais m'arrêter 3 minutes. Est-ce que j'ai jusqu'à la nuit Oui, tout à fait. D'accord. Donc, la catégorie des catégories, disons une catégorie de catégories en général, ça va être une catégorie enrichie par la catégorie des catégories. De même que, si vous voulez, ici vous aviez comme exemple de catégorie enrichie par les groupes abéliens la catégorie des groupes abéliens elle-même. Eh bien, deuxième exemple important de catégorie enrichie, c'est ceci. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que dans une telle... alors c'est ce qu'on appelle des deux catégories. Les catégories qui sont enrichies de cette façon-là, ce sont les deux catégories. Donc c'est quoi une deux catégories? C'est une catégorie, donc il y a des objets, avec des flèches entre les objets, et tel que l'ensemble des flèches d'un objet vers un autre constitue lui-même une catégorie. Ça veut dire que les flèches d'un objet vers un autre vont à leur tour être des objets entre lesquels il va y avoir des flèches en quelque sorte d'ordre 2. Alors, je vous montre en quel sens la catégorie des catégories est elle-même une deux catégories. Donc, nous sommes ici dans la catégorie des catégories. Parmi les objets, enfin les objets de cette catégorie, ce sont des catégories. Donc, là, vous avez par exemple une catégorie C, là vous avez une catégorie D, etc. Vous avez une infinité de catégories. Et entre ces catégories, il va y avoir des flèches particulières, je l'ai juste évoqué la dernière fois, c'est ce qu'on appelle des foncteurs. Les foncteurs sont, si vous voulez, les morphismes entre catégories. Bien entendu, au sein de chaque catégorie, vous avez les flèches de la catégorie. Et en fait, un foncteur, bon, je vais dire très rapidement comment c'est défini. Disons, dans une catégorie C, vous avez des objets A, B, et vous avez des flèches petit f, etc., entre les objets de cette catégorie. Eh bien, un foncteur est défini, un foncteur d'une catégorie C vers une catégorie D, est défini par deux applications. Une application qui porte sur les objets, donc un objet A va être associé à un objet FA de la catégorie D, un objet B va être associé à un objet FB de la catégorie d'arrivée, mais un foncteur, ce n'est pas uniquement une application qui transforme les objets de la première catégorie en objets de la seconde, c'est aussi une application qui transforme les flèches de la première catégorie en flèches de la seconde et de façon compatible. Compatible avec quoi? Compatible avec la composition, si vous voulez. Ce qu'on exige, c'est que l'image par un foncteur de la composée de deux morphismes soit la composée des flèches images, et puis on demande qu'un foncteur respecte l'identité des objets, c'est-à-dire que l'identité d'un objet soit transformée en l'identité de l'objet l'image. Bon, c'est ça un foncteur. Bon. Alors,
si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que les foncteurs représentent les passerelles des mathématiques, les passerelles internes aux mathématiques. Et lorsque je dis que le sujet du jour, auquel je vais m'atteler dans, j'espère, moins de 5 minutes, se rapporte à la topologie algébrique, on pourrait résumer tout le propos en disant, bah oui, il y a des catégories pour la topologie, par exemple la catégorie des espaces topologiques. Il y a des catégories pour l'algèbre, par exemple des catégories de groupes ou des choses comme ça. Et la topologie algébrique, eh bien, c'est essentiellement l'étude ou l'usage de foncteurs de catégories topologiques vers des catégories algébriques. Donc les foncteurs sont vraiment les véhicules qui permettent de circuler au sein des mathématiques, entre les différentes branches des mathématiques. Alors, maintenant, il se trouve, si vous voulez, que entre deux catégories, vous avez toutes sortes de foncteurs possibles, mais la catégorie des catégories est une catégorie enrichie, c'est-à-dire que l'ensemble des foncteurs de C vers D constitue lui-même une catégorie dont les objets sont des foncteurs et entre lesquels il y a des flèches qui portent un nom. On les appelle des transformations naturelles. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez avoir entendu un jour ou l'autre dire qu'il existe un isomorphisme naturel entre un espace vectoriel et son bidual, mais qu'il n'existe pas d'isomorphisme en dimension finie. Mais qu'il n'existe pas d'isomorphisme naturel entre un espace vectoriel et son dual. On dit toujours en dimension finie. Bon. Eh bien, cette notion d'isomorphisme naturel, longtemps, n'était pas une notion qui répondait à une définition mathématique. C'était juste une façon de parler. Mais on a pu donner un sens précis à de telles notions grâce aux transformations naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation naturelle d'un foncteur vers un autre? Eh bien, mettons, vous avez ici un premier foncteur f qui transforme une flèche petit f en la flèche grand F de petit f. Et puis vous avez un deuxième foncteur, g, qui... alors si je veux faire le schéma de façon un petit peu lisible, ici, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, voilà, vous avez une flèche petit f de A vers B. Grand F transforme A en FA, B en FB, petit f en grand F, petit f. Un autre foncteur, G, va transformer A en GA, B en GB, la flèche petit f en G, petit f. Bon, eh bien, ce qu'on appelle une transformation naturelle du foncteur f vers le foncteur G, c'est la donnée pour tout objet A, B, etc. de la première catégorie de flèches ici, qu'on va noter alpha A, alpha B, etc. Et tel que tous ces diagrammes-là commutent. Voilà. Bon. Et donc, on se rend compte que, avec cette définition, ce qu'on pourrait noter D puissance C, c'est-à-dire, si vous voulez, la classe ou l'ensemble des foncteurs de C vers D, constitue à son tour une catégorie. C'est-à-dire que les foncteurs sont les objets de cette catégorie fonctorielle, si vous voulez, et les transformations naturelles en sont les morphismes. Donc ça, c'est une catégorie que je dirais être une catégorie fonctorielle. Bon. Voilà, alors je vais passer, je voulais donner un exemple lorsque D est la catégorie des ensembles, on obtient ce qu'on appelle des catégories de préfaisceaux qui sont extrêmement importantes parce que ça constitue des cas particuliers de ce qu'on appelle des topos. Et les topos sont des catégories qui généralisent la catégorie des ensembles en ce sens qu'elles ont toutes les bonnes propriétés que possède la catégorie des ensembles pour avoir constitué le candidat number one
pour être le fondement de toutes les mathématiques. Eh bien, ce fondement de toutes les mathématiques que constitue la catégorie des ensembles, il y a d'autres catégories qui possèdent les mêmes bonnes propriétés pour être également candidats, c'est ce qu'on appelle les topos. Et donc on peut construire une infinité d'autres topos qui sont en quelque sorte comme autant de fondements possibles pour une infinité d'autres mathématiques, on pourrait dire. C'est des choses qui sont extrêmement profondes, ça intéresse les logiciens, bien sûr, parce que vous vous rendez compte, si vous avez un autre fondement pour tout un autre univers mathématique, en quelque sorte, on pourrait dire, eh bien, est-ce que ce n'est pas la logique elle-même qui est en jeu? Par exemple, tout ce qui est logique temporelle, on peut en rendre compte. C'est-à-dire, quand vous avez des ensembles qui varient au cours du temps. Bon, donc la relation d'appartenance varie au cours du temps, ce genre de choses. Donc là, ça met en jeu des logiques temporelles. Eh bien, on peut construire ça sur la base de topos qui sont non plus le topos des ensembles, mais d'autres topos qui sont construits pour ça. Bon, alors, je passe là-dessus. Mais disons que dans les applications à l'informatique, vous allez, par exemple, j'ai donné dans les notes la référence au bouquin de Barr c'est une introduction à la théorie des catégories pour informaticiens. Il est question des topos là-dedans, pour une raison que je peux expliquer en 20 secondes, c'est que pour les informaticiens, ce qui est important, c'est d'avoir des procédés constructifs. La preuve de l'existence théorique de quelque chose ne nous intéresse pas tellement, ce qu'on veut c'est un algorithme. Bon, et à ça correspond en quelque sorte un changement de logique par rapport à la logique mathématique habituelle dans laquelle l'existence est, si vous voulez, purement théorique. Donc on passe à ce qu'on appelle des logiques intuitionnistes ou constructivistes, qui ont été un peu, qui sont nés dans une espèce de confusion idéologique, mais qui au bout du compte se révèlent des choses tout à fait importantes quand on a un point de vue constructif, d'accord ? Et donc, voilà, ça explique pourquoi il est question des topos dans des bouquins tels que ceux qui parlent de catégories pour les informaticiens, comme le bouquin de Barr. Bon, voilà. Alors, maintenant, je vais passer au... Est-ce que je passe au sujet du jour? Oui, parce que je pensais parler des coalgèbres, mais je ne veux pas en parler, c'était un peu... Ça n'aurait pas réellement simplifié la suite du propos. Bon, donc j'aborde le sujet d'aujourd'hui, j'ai donc 12 minutes pour le faire. C'est très bien pour donc présenter... pour faire une introduction à la topologie algébrique en général et à la topologie algébrique effective en particulier. Alors, je commencerai par souligner qu'on peut envisager au moins deux stratégies pour introduire un sujet de ce genre. Je donnerai une image. Imaginez que vous vouliez faire découvrir Paris à quelqu'un qui ne connaît pas notre capitale. Bon, eh bien, il y aurait au moins, évidemment il y en a une infinité, mais il y aurait au moins deux stratégies très différentes l'une de l'autre qu'on pourrait envisager. Il y aurait une stratégie qui consisterait à lui montrer un plan schématique de Paris et éventuellement de la région, permettant de situer Paris dans les alentours, vu de dessus, voilà, une carte. Et il y a une autre stratégie très différente, ça consisterait à lui montrer une photo de ma rue, et puis disons de la quarantaine de rues voisines, ce qui représentera de toute façon une petite proportion. Je me suis renseigné, il y a 6000 rues dans Paris. Voilà. Donc, et de toute façon, aucune de ces stratégies n'est suffisante. Les deux sont nécessaires, aucune n'est suffisante, puisque, enfin, nécessaire, pas nécessaire de connaître ma rue pour dire qu'on connaît un peu Paris, mais bon, voilà, pour connaître Paris, ben, il faut plus que ça, il faut vivre dans Paris, fréquenter les Parisiens, aller à l'opéra, prendre le métro, le bus, le taxi, le Vélib, etc., le bateau-bus. Alors, la stratégie qui consiste à dire, bon ben, je vais vous montrer une rue, ben, elle est très très importante, c'est l'avenue des Champs-Élysées, donc vous n'avez pas le choix. Et puis là, ben oui, là il y a l'avenue Montaigne, et puis celle-là, ben, ça c'est la rue de la Paix, ça vous ne pouvez pas ignorer le boulevard Saint-Michel. Bon, alors la liste va augmenter. Donc une stratégie de ce genre, si je l'applique à partir de l'ouvrage formidable que m'a prêté Régis, que m'a offert, je crois, ça filme.
Non, on ne va pas le dire. Non, on va pas le dire. D'accord. Donc voilà. De toute façon, le bouquin a été édité, il est très bien. C'est Thierry Masson. Ça s'appelle. Dans la version qu'il y avait sur Internet, ça s'appelait Introduction à l'homologie et à la co-homologie avec exemple. Et maintenant, je crois qu'on ne le trouve plus sur Internet parce que finalement, ça a été édité l'année dernière. Et ça s'appelle maintenant Introduction à la entre parenthèses, homologie. Et voilà. Alors dans ce bouquin, moi je m'appuie sur la version internet là, que j'avais. Voilà comment il faudrait commencer par étudier le premier chapitre. C'est un chapitre de rappel. Et il y a un certain nombre de concepts géométriques et algébriques fondamentaux qui sont présentés. Donc je vous donne très rapidement la liste. Algèbre associative, centre, morphisme d'algèbre associative, représentation, espace vectoriel gradué, algèbre associative graduée, le cas commutatif, connexité, morphisme d'algèbre graduée, involution, algèbre involutive, morphisme d'algèbres involutives, dérivation sur une algèbre associative, dérivation intérieure, dérivation graduée, crochet de Lie gradué, algèbre de Lie graduée, produit tensoriel d'algèbre, idéaux à gauche, à droite, bilatère, algèbre quotient, algèbre opposée, module à gauche, à droite, bimodule, module de type fini, bimodule libre, morphisme de module, somme directe de module, bimodule projectif, projectif de type fini, produit tensoriel de bimodule sur une algèbre, équivalence de Morita, variété topologique, variété différentielle, coordonnées locales, application différentiable, espace tangent, fibré tangent, champ de vecteur, application linéaire tangente, métrique riemannienne, application de Hodge, variété à bord, forme différentielle, formule de Koszul, différentiel de de Rham, algèbre des formes différentielles, pullback d'une forme par une application, dérivée de Lie, produit intérieur, intégrale des formes extérieures sur une variété orientée, groupe de Lie, algèbre de Lie, représentation adjointe, flot exponentiel des champs de vecteurs, fibré principal, fibre, trivialisation locale, groupe de structure, fonction de transition, vecteur vertical, fibré section, connexion sur un fibré principal, vecteurs horizontaux, courbure, groupe de jauge, variété quotient et groupe d'isotopie. Bon, c'est tout pour les concepts du premier chapitre de rappel. Et un certain nombre d'exemples viennent illustrer ces concepts, toujours dans le premier chapitre de rappel, donc les algèbres de matrice ou d'endomorphisme, les algèbres de fonctions et de formes différentielles sur une variété, algèbre tensorielle d'un espace vectoriel, algèbre extérieur sur un espace vectoriel, en particulier sur le dual d'une algèbre de Lie, algèbre symétrique sur un espace vectoriel, algèbre enveloppante d'une algèbre de Lie, variétés usuelles telles que la sphère, le tore, la fibration de Hopf, la bouteille de Klein, les grassmanniennes, les groupes de Lie, fibré cotangent, fibré normal d'une variété différentiable. Donc, ça c'est quelques rues, quoi, enfin c'est quelques artères principales, et à partir de là, une fois que vous avez étudié ça, vous pouvez entreprendre d'étudier le chapitre 2 qui s'appelle Homologie et cohomologie, dans lequel seront définis donc, des espaces vectoriels différentiels, des chaînes, des endomorphismes différentiels, bord, cycle, homologie, morphisme d'espace vectoriel différentiel, complexe différentiel. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais à la fin du chapitre 2, vous êtes enfin prêt pour aborder le chapitre 3 qui, lui, traite du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire homologie et cohomologie et topologie. C'est là, voilà. Et c'est là qu'on commence, donc, on découvre la notion de simplex, de complexe simplicial, de groupe de Peschen, homologie simpliciale, cohomologie simpliciale, homologie singulière, nombre de Betti, caractéristiques de l'air point carré, homotopie et théorème d'Hurwitz, relation entre homologie simpliciale et singulière, cohomologie de de Rham, suite de Mayer-Vietoris, formule de Stokes, couplage entre homologie singulière et cohomologie de de Rham, etc. Bon. Donc, je dirais que un des grands problèmes qui se pose à celui qui veut s'initier à ces questions, c'est d'abord de ne pas se décourager. Ça, c'est la première chose. De ne pas se décourager devant ce qui est objectivement une masse énorme d'informations. Et alors, je dirais, et de ne pas se perdre en route. Parce qu'évidemment, vous pouvez prendre n'importe laquelle de ces notions et y passer 3 mois, ou 6 mois, hein, ou 1 an. Bon. Alors, mais d'un autre côté, quand je dis ne pas se perdre en route, c'est un peu ambigu parce que il faut aussi se perdre pour apprendre des choses. Bon. Donc voilà, il faut du temps. Mais il y a une remarque qui est tout à fait importante, c'est qu'on se rend compte que pas une seule fois les mots catégorie et foncteurs ne sont prononcés. Donc ça peut paraître assez curieux de dire
voilà, si on veut aborder ces notions, on a, ce dont on a besoin essentiellement, c'est des notions de catégories et de foncteurs. Ça peut paraître curieux, alors qu'on a déjà une liste énorme de notions, de dire, ben oui, mais les vraies notions, il faut les rajouter en plus. Bon, mais ça correspond simplement aux deux stratégies dont je parlais pour découvrir la capitale des mathématiques du XXe siècle, c'est-à-dire la topologie algébrique. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas détailler l'exemple assez facile. Ça, il faut quoi? Il faut 20 minutes et pas 10 ans hein, pour voir comment ça fonctionne sur un cas très simple, ce qu'on appelle donc l'homologie simpliciale. Sur un cas très simple, je veux dire, pour ceux que ça intéresse vraiment, on pourra regarder ensemble. Ce que je vais faire, c'est juste tracer au tableau deux cartes. Une carte pour l'homologie, une carte pour la cohomologie. Et l'idée étant que même si on n'a aucune... C'est comme quand on regarde une carte de Paris, par au-dessus, que ce soit une photo aérienne ou un plan, ça ne nous donne strictement aucune idée de ce qu'on voit depuis la rue ou encore moins de ce qu'il y a à l'intérieur des maisons et des appartements. Bon, donc, mais ça donne quand même, surtout ça permet de se repérer. Et je pense que voilà, je pense que c'est ça qui est important. Et c'est là où les catégories peuvent quand même jouer un rôle. Donc, voilà en gros comment ça marche pour ce qu'on appelle l'homologie. Vous avez un espace de type topologique, et là-dedans vous avez des objets qui sont des espaces topologiques. Et ce qu'on veut, c'est avoir des objets de type algébrique qui, autant que possible, caractérisent l'espace topologique en question. Et ça pour chaque espace topologique. Alors, les constructions, habituellement, elles passent par une catégorie qu'on peut noter comp de... je vais mettre grand A. Grand A désignera une catégorie abélienne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette catégorie? C'est la catégorie des complexes de chaînes. Ça s'appelle comme ça. Bon, la terminologie, elle n'est pas... complexe de chaînes dans la catégorie grand A. La terminologie, bon, ben, elle a été forgée au cours de l'histoire. Bon, pourquoi pas? Alors pourquoi complexe? C'est parce qu'on a des suites là-dedans d'objets. Bon, je l'ai noté C, voilà. C, n plus 1, x, C, nx, C, n-1x, etc. Et ces objets sont reliés par des flèches. Voilà, dn plus 1, dn, etc. Et ces flèches qu'on appelle des opérateurs Bohr sont astreints à vérifier une propriété qu'il est possible d'exprimer dans une catégorie abélienne, parce que dans une catégorie abélienne, comme la catégorie des espaces vectoriels, il y a une notion de zéro. Hein, je vous ai dit, il y a un objet nul, qui est à la fois initial et final. Il y a aussi des morphismes nuls, hein, il y a des noyaux, il y a des conoyaux, etc. Donc dans ces catégories-là, on peut définir la notion d'image, la notion de noyau. Et l'exigence, c'est que la composée de deux morphismes successifs soit le morphisme nul. Et ça revient à dire que l'image de dn plus 1 est inclus dans le noyau de dn. Et alors dans ces catégories abéliennes, il y a une chose formidable qu'on peut faire des quotients. Et en particulier, on va pouvoir faire le quotient donc, du noyau de dn par l'image de dn plus 1. Et ça, eh bien, on va l'appeler hn en mettant le n en bas. Et pour chaque valeur de n, on va avoir un autre objet, comme ça. Et ces suites d'objets constituent un seul objet d'une catégorie que je note
A, Z+, bon, j'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails, et même pas dans les détails, mais... 13-3 minutes. Voilà. Donc, à tout objet X est associé un complexe de chaîne, c'est-à-dire un objet de la catégorie des complexes de chaîne. Par exemple, une suite de groupes commutatifs, ou une suite de modules sur un anneau, ou bien une suite d'espaces vectoriels avec des morphismes de groupes, ou d'anneaux, ou d'espaces vectoriels entre ces espaces. Puis, ici se trouve l'opération simplement qui consiste à faire le noyau là, et qui s'appelle l'homologie proprement dite, c'est-à-dire que les éléments de ça, c'est ce qu'on appelle des cycles, les éléments de ça, c'est ce qu'on appelle des bords. Eh bien, faire les classes d'équivalence, ici, ça revient à identifier deux cycles lorsque leur différence est un bord. Et dans ce cas-là, on dit que les deux cycles sont homologues. D'accord ? Et vous avez une interprétation topologique, quasiment géométrique de ça, qui fait que la notion d'homologie, pour les gens, c'est d'abord des choses très concrètes. D'accord ? Ou, par exemple, si vous êtes dans un espace topologique comme ça, il peut y avoir des trous ici ou là, mais si vous prenez un parcours tel que celui-ci et un parcours tel que celui-là, eh ces deux parcours sont homologues, parce que la différence des deux, c'est-à-dire le parcours constitué en orientant l'un des deux dans l'autre sens, puisqu'on fait la différence, va être le bord de quelque chose. Alors quand c'est le bord de quelque chose, hein, eh bien cette différence est dite nulle et les deux cycles sont dits homologues. Bon. Alors ça se retrouve dans cette construction-là. D'accord ? Voilà la construction de l'homologie. Elle a été axiomatisée ici par Allenberg et Stilrud d'une façon tout à fait générale. Et il y a une variante duale de ça, qu'on appelle la cohomologie, dans laquelle on a ici non plus un foncteur, mais un foncteur vers ou depuis la catégorie opposée, ce qu'on appelle un foncteur contravariant, hein, et qui est défini en s'appuyant sur l'une des grandes idées du XXe siècle, qui est que pour étudier un espace, on peut étudier les fonctions qui poussent sur cet espace. Je dis poussent comme on pourrait dire les champs qui poussent. Pour étudier un terrain, vous pouvez regarder ce terrain tel qu'il est, géométriquement. Ça serait le point de vue de l'homologie. Vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qui pousse sur le terrain, planter des trucs, et vous essayez de voir ce qui pousse dessus. C'est une façon d'étudier le terrain, ça c'est plutôt le point de vue contravariant, le point de vue cohomologique. Donc, ce genre de schéma, hein, ensuite, va contenir des dizaines de cas particuliers qui sont toutes les... si vous voulez, une flèche, enfin la composée de ces deux flèches, c'est ce qu'on appelle une théorie homologique. C'est-à-dire que le mot théorie, dans ce cadre-là, c'est un objet mathématique. Une théorie homologique, c'est un foncteur d'ici vers là qui vérifie un certain nombre d'axiomes. Une théorie cohomologique, ben, c'est un foncteur contravariant. Bon, donc c'est une petite nuance. Et puis, voilà, donc il y aurait évidemment encore énormément de choses à dire. De toute façon, vous avez compris qu'il s'agissait d'une présentation absolument impossible. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Régis qui a lu l'ouvrage de question. Non, mais il y a plein de Dans le truc de Thierry Vincent ? Non, pas Thierry Vincent. Celui qui est après oui, j'ai vu qu'il y avait des erreurs de français déjà, mais... Ouais. Bah, ça commence par là. De Philippe Durand ça Non, mais c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de foncteur. Enfin, le fait... Ouais. Disons que la prise de hauteur là, que je demandais, je pense que là, pour le coup, elle est liée. Après... Après, la Terre, je ne sais plus où elle est. Non, mais c'est honnêtement, je vois mieux ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Après, est-ce que je l'utiliserais mieux, c'est encore autre chose. Non, je pense qu'il faut faire ce genre de carte pour situer les choses, situer
Là, il y a un dispositif qu'on retrouve absolument tout le temps et qui fait qu'une fois qu'on a vu cette formule-là, on peut avoir même l'impression qu'on sait ce qu'est l'homologie. Parce que, voilà. Bon, évidemment, c'est un petit morceau du dispositif. Il y a plein de niveaux de discours. Après, les variantes, alors ça, par contre, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas t'intéresser, qui ne vont pas intéresser les gens ici, c'est d'appliquer le même genre de dispositif, non plus à des catégories topologiques, mais à des catégories elles-mêmes algébriques. À ce moment-là, on parle de cohomologie des groupes, ce genre de choses, et ça, je pense que c'est tout à fait en dehors de... Je pense que ce qui vous intéresse, c'est quand même d'avoir des outils pour rendre compte de caractéristiques de structures de type topologique. Alors, bon, maintenant, bon, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut parler de tout ça en oubliant les Champs-Élysées. Mais pas indéfiniment, mais dans un premier temps. Est-ce que tu as appelé les complexes de chaînes, là, ce sont des catégories algébriques, justement, très générales? Alors, la catégorie qui est vraiment algébrique, là, c'est la catégorie A. Dans le cas le plus simple, c'est la catégorie des groupes commutatifs. Ça peut être aussi la catégorie des espaces vectoriels réels. Ça, c'est grand A. Mais qu'est-ce que c'est que la catégorie des complexes de chaînes sur A? C'est la catégorie dont chaque objet est une suite, comme ça, avec la donnée de morphisme. Alors j'allais dire une infinité d'objets, par exemple une infinité de groupes commutatifs et une infinité de morphismes de groupes. En réalité, d'un côté ça s'arrête, parce que c'est pour ça que j'ai mis Z+, ici, c'est-à-dire que ça s'arrête quand on arrive à 0, après il n'y a que des zéros. Et puis de l'autre côté, pour la plupart des objets qui nous intéressent concrètement, comme on est dans un espace de dimension 3 et qu'il va y avoir malgré tout un degré de complexité limité, ça sera également limité par des zéros de l'autre côté. Donc un complexe de chaîne, c'est la donnée d'une suite, en pratique pour nous finie en réalité, d'objets abéliens, comme ça. Et bon, c'est effectivement de nature algébrique, c'est-à-dire chacune des composantes d'une telle suite est un objet de type algébrique, et puis les morphismes entre eux sont algébriques, ça veut dire qu'on peut aussi faire des calculs sur ces objets. Hein. Bon, il est vrai que j'avais parlé de topologie algébrique effective. Et je crois que là... On n'est pas encore... Bon, en fait, je fais référence, là, j'ai donné les références, mais il s'agit des travaux de Francis